Bonjour et bienvenue à ce talk sur LinuxKit. Donc aujourd'hui, on va vous parler du projet et on va vous donner toutes les clés pour assembler votre propre OS comme vous pourriez le faire avec un meuble Ikea. Donc je me présente, je suis Pierre Rivaillet, je suis consultant formateur chez Zenica Nantes. Et accessoirement, j'aime bien tout ce qui touche au système, au kernel Linux et puis je fais de la musique. Bonjour à tous, donc moi aussi je suis à Zenica Nantes, donc moi je suis développeur, je touche un petit peu à tout et j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec le cloud, donc je me suis intéressé pas mal à Docker, donc du coup je suis organisateur de Docker Meetup à Nantes et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à LinuxKit. Donc tous les deux on travaille à Zenica, donc Zenica c'est une petite ESN qui a une agence à Nantes, donc on est une quarantaine. Donc nous, notre mission, c'est de faire de la réalisation, du conseil et de la formation. Et aussi, on s'amuse pas mal, on est bien dans notre boîte. Donc on a été premier au Great Place to Work cette année. Et donc on est vivement encouragé à faire ce genre de choses, à s'amuser. Et donc c'est pour ça qu'on est là pour parler de LinuxKit aujourd'hui. Donc déjà, généralement, je commence par savoir un peu dans la salle, au quotidien, qui utilise des VM? Ouais. Qui au quotidien utilise des conteneurs? À peu près pareil. Et qui au quotidien construit son OS? Ah, il y a quand même... pas vraiment. Voilà. Donc le but en fait enfin après ce talk-là, donc normalement vous pourriez tous lever la main. Donc l'intérêt en fait c'est ce qu'on va voir en fait pourquoi LinuxKit existe, les motivations du projet. Après comment finalement derrière comment on va vraiment construire un OS avec LinuxKit. Après, on va vous faire deux petites démos pour vous montrer des exemples concrets. Vous allez voir, en fait, c'est très rapide pour construire votre premier OS. On va y arriver très, très, très rapidement. Et après, on va partager avec vous nos retours par rapport à la techno. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir de cette techno. Donc là, le premier slide, si vous avez déjà fait du Docker, en fait, c'est déjà quelque chose que vous avez vu. Donc c'est juste pour rappeler la différence entre conteneur et VM. Donc typiquement, si vous voulez packager une application dans une VM, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre application, ses dépendances, ses librairies, et vous allez devoir aussi le mettre dans un OS. Et donc tout ça, vous allez le démarrer sur un hyperviseur. Donc ça marche très bien, c'est quelque chose qui commence à être assez courant maintenant. C'est bien cloisonné, c'est bien sécurisé. Il y a le seul petit problème, généralement, c'est que ça prend quand même beaucoup de ressources système. On a un empilement d'OS qui est quand même assez conséquent. Donc c'est pour ça que typiquement les conteneurs sont arrivés, donc pour mieux utiliser les ressources d'une machine. Donc typiquement là on parle plus d'un cloisonnement logique, où pour packager notre application, ce qu'on va faire c'est juste on va prendre les dépendances de notre application, et après derrière on va se brancher sur un daemon Docker, qui lui derrière va nous permettre d'accéder à une partie des fonctionnalités du kernel, et donc d'éviter d'embarquer un OS complet. Et donc ça nous permettra d'avoir une meilleure utilisation des ressources. Par contre, dans ces schémas-là, en fait, il y a quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup bougé. Donc il y a des OS plus minimalistes que les autres, plus spécialisés pour les conteneurs, plus pour les VM, etc. Mais ça reste des OS quand même assez génériques. Donc nous, on a voulu utiliser l'analogie en fait des meubles. Donc pour nous, les OS actuels, en fait, c'est comme une armoire normande. Donc pour construire une armoire normande, il va falloir plusieurs personnes dans un atelier qui vont travailler pendant un moment, ils vont construire ça sur mesure, sur la commande, etc. C'est comme un OS. Un OS, il y a plein d'ingénieurs qui vont travailler pendant des mois, des années pour faire un OS. Ça coûte assez cher à faire, parce que voilà. Et puis typiquement, c'est fait, vu que c'est fait une fois, il n'y a pas vraiment de plan de montage, on ne sait plus trop comment ça marche, etc. Mais bon, au moins c'est fait. Après, pour le livrer, l'armoire normande, va falloir un gros camion, va falloir faire passer par la fenêtre parce que c'est compliqué, etc. Enfin, voilà. Un OS, c'est pareil, ça va faire plusieurs centaines de mégas, plusieurs dizaines de gigas. Il va falloir trouver un moyen de le transférer. Des fois, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est pas forcément facile à transporter. Une fois qu'on a notre armoire normande, on va mettre plein de choses dedans, on est content, il y a de la place, on va mettre nos papiers, nos babioles, etc. Notre OS aussi, on va mettre un daemon Docker, on va mettre un Tomcat, plusieurs versions de Python, du PHP, etc. Puis au bout d'un moment, en fait, on saura plus ce qu'il y a dedans, parce que c'est un peu le bazar, il y en a dans tous les sens, et on sera incapable de savoir ce qu'il y a dedans. Le jour où votre armoire normande a un pet, va falloir refaire peut-être une petite pièce, va falloir faire un patch, etc. Donc ça ne sera pas forcément comme avant, mais vous aurez un truc qui a réparé. Votre OS, c'est pareil. Le jour où il y a une faille système, où il y a un bug, va falloir faire un patch, peut-être même custom, parce que votre version de kernel avec la dépendance machin, c'est spécifique, du coup, va falloir faire un truc particulier.
ça sera jamais comme avant, ça sera pas forcément bien fait des fois. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et puis le jour où on veut s'en débarrasser de l'armoire normande, c'est très compliqué, hein, parce que pareil, il va falloir faire passer par la fenêtre et tout. Le jour où vous voulez vous débarrasser de votre OS, ça va être assez compliqué, voilà, parce que vous avez vos habitudes, vos emplacements fichiers, etc. Enfin, c'est assez compliqué à changer. Donc c'est pour ça, dans le monde du meuble, Ikea a résolu plus ou moins le problème. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont produire des meubles avec des pièces standardisées, qui vont être réutilisables dans plusieurs meubles différents. Vos meubles, vous allez les acheter, vous allez les récupérer donc, en kit. Donc c'est bien, hein. Typiquement, moi j'ai une toute petite C1, je mets plein de meubles Ikea dedans, c'est cool, enfin, je peux les emmener chez moi. En plus derrière, j'ai un plan de montage, donc du coup pour le monter, je sais comment le monter, donc c'est assez facile en plus de le monter. Et derrière, en fait, on va peut-être avoir moins de place, mais on sait exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment plus facile de s'y retrouver. Et puis bon, vu que c'est des pièces standardisées, vu que c'est moi qui le monte, etc., c'est quand même vachement moins cher. Et donc, si j'ai un problème avec, généralement, on ne va pas s'embêter à le réparer, hein. On va le jeter et en racheter un autre. Dans le monde des OS, voilà, typiquement Linux Kit, c'est ces mêmes principes-là. Donc le premier, c'est que tout composant de votre OS sera un conteneur, donc un composant standardisé. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres briques de base et après, derrière, les réutiliser, les combiner à l'envie. Derrière, on aura un descripteur texte pour monter l'OS, pour construire l'OS. Donc l'avantage de ça, hein, c'est que vous saurez exactement comment construire l'OS. Donc vous pourrez recommencer éventuellement la construction. Après, derrière aussi, il y a le principe d'immutable infrastructure. Donc votre OS, plutôt que d'installer plein de choses, on ne sait pas trop ce que c'est, etc., et là, on dit de base, je ne pourrai rien changer. Donc si on veut changer quelque chose, on change le descripteur et on reconstruit l'OS. L'OS sera minimaliste et sécurisé. Donc l'avantage de ça, c'est que si on est minimaliste, on a une surface d'attaque bien moindre, et donc moins on a de surface d'attaque, plus on est sécure. Et le dernier point qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on peut construire et démarrer rapidement un OS. Vous allez voir, hein, pendant les démos, en quelques secondes, on peut construire un OS très rapidement. Et donc l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir mettre ça dans votre intégration continue, comme vous faisiez avec vos applications ou vos images de conteneurs. On a voulu mettre un petit tweet de l'ancien fondateur de Docker, donc le tweet date de février de cette année, hein, et donc qui disait, pour lui, en fait, l'OS, ça va devenir une communauté comme une autre. Donc on va construire et on va livrer son OS comme on livrait des applications, des conteneurs. Et donc pour lui, voilà, c'est vraiment l'avenir de les OS, de les construire comme ça. Donc le projet en lui-même, il se définit comme une boîte à outils pour construire des OS sécurisés, portables et minimalistes, destinés aux conteneurs. Donc on verra après, hein, que tout composant est un conteneur. Donc l'intérêt, c'est vraiment de construire un OS pour ça. Donc ça a été créé par Docker Inc. À la base, ça a été fait donc, pour ce qu'on appelle Docker for Mac et Docker for Windows. Donc ça permet de construire la petite VM qui est livrée avec. Et donc ça, c'est une boîte à outils qu'ils avaient, et donc ils l'ont open sourcé, et maintenant ça a bien évolué. Donc actuellement, c'est écrit en Go, donc, comme le langage de Docker. Donc le repo GitHub qui est ici, hein, c'est un projet open source, vous pouvez contribuer. Et donc le projet a un petit peu plus d'1 an maintenant, et il y a eu 3 releases. Donc la première release, ça a été surtout une stabilisation par rapport à ce qu'on appelle Containerd, qui est le container runtime de chez Docker. Après, ça a été plus pour rajouter des fonctionnalités. Typiquement, la deuxième release, ils ont rajouté le support des aides système. Juste pour bien insister, ce qu'on va construire avec Linux Kit, ce n'est pas des images Docker. Ça va être vraiment une image OS. Une image Docker, vous allez juste packager votre application avec des librairies, et ça va faire finalement une sorte d'archive avec ça. Alors que l'image OS, ça va être l'application, ses librairies, et en fait, tout le file system qui est nécessaire pour démarrer un OS. Et donc, l'image OS, derrière, vous allez pouvoir la démarrer sur un hyperviseur, ou même sur du bare metal, ou sur un Raspberry, comme vous voulez. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est autosuffisant. Alors que l'image Docker, il faut un daemon Docker. Donc le repo GitHub du projet est intéressant. Donc forcément, on va retrouver SRC et docs, hein, les sources et documentation. Il y a les autres répertoires intéressants, donc typiquement PKG, où dedans, en fait, vous allez retrouver donc, les fameuses briques de base de votre OS. Donc là, il y en a déjà une trentaine faites pour vous, hein, donc le DNS, le DHCP, CD, SSHD, etc.
Et ça ne vous empêche pas de créer des nouvelles briques, hein. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, avec tout ce qui est dans PKG, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour démarrer un OS. Et donc en plus, c'est open source, vous pouvez voir comment c'est fait et éventuellement le modifier à l'envie. Ensuite, il y a le répertoire kernel. Donc le kernel aussi est un conteneur. Et donc vous pourrez voir comment ils ont outillé la construction du kernel et éventuellement vous-même activer des options qui ne sont pas activées par défaut. Et donc c'est quand même assez intéressant pour comprendre comment ça marche. Ensuite, vous avez le répertoire examples, où vous aurez beaucoup d'exemples de descripteurs de LinuxKit. Donc pour commencer, c'est génial. En plus, vous avez plein d'exemples concrets. Et le dernier, c'est projects, qui là vous permet d'avoir des systèmes complets basés sur LinuxKit. Donc là, on ne sera pas juste sur une image avec un Tomcat, etc. Et donc typiquement, le projet qui a le plus avancé en fait, dans ce répertoire-là, c'est pour faire un cluster Kubernetes. Il a tellement avancé du coup qu'il est maintenant dans un repos GitHub à part entière. Donc la communauté, en fait, pour l'instant, elle n'a pas encore des gros chiffres. Donc typiquement, on a à peu près une centaine de contributeurs, 4500 stars à peu près, voilà. Ça ne reflète pas vraiment l'utilisation en fait, de LinuxKit. Typiquement, il y a beaucoup d'utilisateurs de LinuxKit déjà. Et donc typiquement, si vous avez la chance d'aller à la DockerCon ou ce genre de choses, vous entendez des gens qui parlent de LinuxKit comme si c'est leur quotidien. Donc c'est vraiment, il y a déjà une base d'utilisateurs assez importante. Ce qui est rigolo aussi, hein, c'est que typiquement, si vous utilisez Docker for Mac ou Docker for Windows, en fait, vous êtes utilisateur de LinuxKit aussi, parce que la VM qui permet de faire tourner ces deux produits, en fait, elle est construite avec LinuxKit. Et donc, ils ont communiqué là récemment le chiffre de 1 million d'utilisateurs. Donc, il y a déjà 1 million d'utilisateurs LinuxKit, alors, sans forcément le savoir, mais voilà, il y a déjà quand même une base d'utilisateurs assez importante. Il y a deux choses intéressantes hein, pour rentrer aussi dans la communauté. Donc, c'est les Monthly Dev Reports, donc, qui vous permet en fait d'avoir une sorte d'actualité agrégée sur la vie du projet sans forcément devoir suivre tout le temps les dernières PR, etc. Donc ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe. Et donc Moby Summit, c'est un jour dédié dans les DockerCon qui va être plus centré sur les projets comme LinuxKit, et donc ça vous permettra d'avoir des talks assez techniques dessus. Donc on va passer au plan de montage. Donc on vous a expliqué que vous alliez construire votre OS avec LinuxKit et que pour ça on va se baser sur un plan de montage. Donc là vous avez un exemple de plan de montage qui permet de faire un OS complet. Au premier abord ça peut paraître un peu complexe, donc on va le détailler point par point. Donc la première partie c'est juste donc, ce qu'évoquait Eric, donc le kernel et le boot de la machine. Donc simplement là on va prendre une image Docker qui contient simplement le kernel. On va aller extraire le kernel de cette image pour pouvoir construire l'image OS complète. Et puis on peut passer donc, les options de boot que vous voyez ici tout simplement au kernel. On a également donc, une autre couche qui s'appelle init qui va elle composer tout le file system de base de votre OS. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver l'init, donc la première chose qui se lance en fait au lancement de votre OS, et qui va derrière lancer ce qu'il faut pour pouvoir lancer les conteneurs, donc les autres composants de votre OS. Donc typiquement on a containerd, qui est le démon qui va s'adosser pour lancer chaque conteneur, et puis runc qui lui est utilisé pour donner la main au conteneur. Ensuite, c'est là où on va commencer à utiliser les parties standards pour vraiment construire notre OS complet. Donc là, on a un premier exemple, le onboot, qui va permettre d'utiliser une image. Pour le coup, on ne va pas utiliser juste le file system, on va bien utiliser l'image Docker complète, donc avec le file system, mais également avec la commande et des choses à lancer. Donc, typiquement, là, on va injecter un composant pour lancer un client DHCP pour récupérer une adresse IP. C'est quelque chose qu'on va avoir besoin de faire si on a du réseau. Et simplement en ayant ça, on va rajouter le composant standard qui permet d'avoir un client DHCP dans son OS. Donc les services on boot sont lancés en one shot, c'est-à-dire qu'ils vont s'exécuter et puis ils vont s'arrêter et on va passer à la suite. Il y a la contraposée qui est on shutdown qui peuvent s'exécuter à l'arrêt de la machine. Après, vous avez envie certainement que votre OS y rende un service ou qu'il fasse quelque chose pendant tout le moment où il est lancé. Et cette partie-là, c'est ce qu'on va retrouver donc, dans la sous-partie Services. Et c'est encore une fois, on va se baser sur des images Docker pour aller assembler ces composants de service. Donc là, on a simplement un exemple de service qui est getTTY qui permet d'avoir une invite de commande, simplement.
dans notre OS. Donc on va se baser sur l'image Docker et on peut aussi passer des options. Donc là on passe une variable d'environnement qui est très prod-ready. Donc simplement pour la petite histoire, quand vous vous connectez à un shell, enfin une TTY Linux, normalement il faut s'authentifier. Là c'est juste pour les démos. Nous on crée une TTY où on n'a pas besoin de s'authentifier, on est directement dans un shell. C'est plus simple. Mais donc ça vous permet de voir que vous pouvez aller injecter des variables d'environnement de cette façon-là. Vous avez d'autres possibilités, vous pouvez également mettre des capabilities particulières, bon ça rentre un petit peu dans le détail du fonctionnement du système, mais aussi aller monter du file system, du root file system de la machine. Vous avez également la possibilité d'ajouter des fichiers particuliers. Donc, si j'avais par exemple un service SSH et que je veux ajouter ma clé publique pour pouvoir me connecter à la machine une fois qu'elle sera lancée, en ayant ce descripteur file, je vais pouvoir injecter ma clé publique SSH dans les clés autorisées pour pouvoir derrière me connecter en SSH dans la machine en précisant tous les paramètres du fichier, là où on va le déployer, les permissions qui sont sur le fichier et savoir s'il est indispensable ou non. Ensuite, on l'a évoqué également, il y a un gros point qui est mis sur la sécurité, d'où le trust que vous voyez ici. Il va venir se positionner soit au niveau des organisations, donc c'est le préfixe que vous avez sur les images, soit directement pour les images. Et quand on va venir positionner ce paramètre-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vérifier les signatures des empreintes des images pour s'assurer que l'image que vous allez utiliser pour construire votre OS, elle est bien signée, elle est bien officielle et que vous n'êtes pas en train de construire un OS avec des choses que vous ne souhaiteriez pas. Donc les outils qui vont être utilisés pour LinuxKit, donc LinuxKit, qui sont maintenus par la communauté. Donc LinuxKit qu'on a vu, il va permettre de construire l'image OS à partir de ce plan de montage, mais il va également nous servir pour booter l'image de l'OS. Tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction de la cible que vous voulez utiliser, donc si vous voulez utiliser de la virtualisation, vous allez pouvoir utiliser Hyper-V sous Windows, HyperKit sous macOS, QEMU sous Linux ou encore tout un tas d'autres cibles. On peut également déployer et lancer ces machines sur le cloud. Donc il y a AWS, Google Cloud qui sont supportés. Et bien, on va pouvoir directement utiliser LinuxKit pour faire ces commandes-là. On le verra par la suite. Et puis il y a tout un tas d'outils annexes qui sont maintenus dans le repo LinuxKit. RTF, qui est un framework pour faire du test unitaire, mais du test unitaire sur ces images OS ou sur du shell. Donc des choses qui ne sont pas forcément évidentes à faire, dont on n'a pas l'habitude. Il propose de l'outillage pour le faire. Et puis derrière, de l'outillage annexe qui, lui, est plus lié à la virtualisation sous Mac ou sous Windows, qui sont HyperKit, VPNKit, et InfraKit qui permet d'avoir un orchestrateur au-dessus de vos VM que vous avez construites avec LinuxKit. Simplement pour vous donner un aperçu de ce que ça donne, on a vu le fichier descripteur. Ensuite, on va utiliser LinuxKit build pour construire l'image de l'OS à partir de ce descripteur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le file system des différentes images et il va créer une nouvelle image OS complète en répartissant le file system des différentes images Docker qu'on a utilisées, comme vous le voyez sur le schéma. Donc en fait, il a une arborescence particulière qui va lui permettre de gérer tout simplement là où sont lancés les conteneurs et là où il va trouver les services à lancer ou les conteneurs à lancer on boot. Après, à l'exécution, au lancement de la machine, ce qui va se passer, c'est que vous bootez votre OS. La première chose qui se lance, ça va être le bootloader, le kernel. Une fois que le kernel est initialisé, il va donner la main à l'init. Le système d'init, lui, il va lancer votre runtime de conteneur. Il va aller piocher dans tous les descripteurs que vous avez dans votre image OS et il va lancer les conteneurs on boot et les conteneurs service en se basant donc sur le file system qui est déployé. Donc une fois que votre système est en cours d'exécution, on pourrait avoir une arborescence de processus qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Bon, on va passer aux démos. Alors, ce qu'on avait envie de vous montrer, c'était 2 démos. Donc, la première, en fait, je vais la faire sur mon Mac en local. Donc, on va construire en fait un OS qui va vous permettre de démarrer un Tomcat, donc une application Java basique. Et après, on va vous montrer donc comment faire ça directement sur le cloud. Donc, la première chose que je vais vous montrer, ça va être le descripteur. Donc, hop, j'ai de la complétion partout. Voilà, tac. Donc on retrouve ce que montrait Pierre-Yves, donc on retrouve la partie kernel, l'init, le onboot. Donc typiquement,
Si on n'a pas besoin, par exemple, d'une interface réseau, d'une IP, etc., on n'est pas obligé de mettre un DHCP-CD. Hein. Donc, par exemple, nous, on s'est amusé à faire une petite image OS avec un Tetris dedans. Bah, typiquement, le Tetris, il n'a pas besoin de réseau. Et donc, hop, on a enlevé carrément l'interface réseau. Donc là, ici, le on-boot va vous permettre d'avoir une adresse IP au démarrage. Et donc, ce qu'on a mis comme service, on a mis 2 services. Donc, le premier, le getTTY, donc, qui vous permet d'avoir un invite de ligne de commande. Donc, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Là, on l'a juste mis pour nous que ce soit plus simple pour les démos, pour directement avoir l'adresse IP de la machine. Mais surtout, ce qui est important, en fait, c'est l'image Tomcat. Donc, typiquement, si vous voulez faire une image pour la production, vous allez utiliser qu'une image Tomcat dans votre OS. Et donc, on a rajouté un petit switch, typiquement ici, pour dire que notre Tomcat, quand il va le démarrer, ça va directement binder ses ports sur le network host de la VM. Donc comme ça, en fait, directement, le port 8080 de notre Tomcat sera accessible de l'extérieur. Donc je vais vous montrer juste la petite image donc, Docker qu'on a écrit pour faire ça. Vous allez voir, en fait, c'est ultra compliqué. Ah, là, j'ai trop de complétion. C'est LKT. Hein, c'est LKT. Voilà. Tac. Tac. Donc là, en fait, c'est intéressant de voir que finalement, on utilise une image Docker basique. Le From Tomcat 8 Alpine, c'est une image standard que vous trouvez sur le Docker Hub. Il n'y a aucune spécificité à LinuxKit. On est vraiment sur... et vous pouvez la faire tourner avec Docker sans aucun problème. Et donc derrière, on voit qu'on a fait une application ultra compliquée. Hein. On a juste mis quelques petits fichiers statiques dans l'application, la web app root de notre Tomcat. Donc après, pour construire une image avec LinuxKit, hein, donc il y a directement en fait la commande build qui va prendre votre descripteur YAML. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va lancer le build? Donc ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va extraire le file system du kernel, le file system des init conteneurs, et derrière, en fait, il va rajouter, donc il va extraire aussi le file system des conteneurs on-boot et service. Par contre, il va rajouter une configuration aussi qui va permettre de décrire comment démarrer ces conteneurs une fois que l'OS va démarrer. Et donc en fait, l'outil va vous permettre de faire tout ça, et à la fin, en fait, il va me produire une image OS qui est directement exécutable. Donc par défaut, il va vous faire un format avec le kernel et le file system à côté. Après, on verra après, on peut changer donc le format qui est produit par LinuxKit qui vous permettra de targeter des hyperviseurs ou voire même du bare metal différent. Donc une fois qu'on a notre image, on va utiliser donc LinuxKit pour faire tourner notre image. Donc là, c'est vraiment pour la démo, parce que typiquement, derrière, après, si vous avez déjà un hyperviseur ou des choses comme ça, vous pouvez le démarrer avec un vrai hyperviseur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer sur mon Mac. Donc il faut juste rajouter networking VMnet. Donc là, c'est juste pour dire que mon Mac puisse accéder à cette instance de VM. Mais voilà, c'est juste pour démontrer. Donc voilà, il me demande mon mot de passe, que je ne vais pas me tromper. Voilà. Et donc, vous avez vu, la construction, elle a été très vite. Et bien là, je suis en train de démarrer un OS complet. Et c'est vraiment très très rapide. Et donc là, voilà, mon OS est déjà démarré. Et donc là, on a juste customisé pour avoir le lien qui n'est pas cliquable. Tiens, pourquoi? Bon, c'est pas grave. Hop, je vais sélectionner. Tac. Tac. Et j'ai pas de Chrome. Si, il est là. Tac. Voilà. Et donc on a démarré déjà un OS complet avec un Tomcat et ça fonctionne directement. Donc vous avez vu, hein, vraiment en quelques secondes, on a construit et démarré. Donc voilà, vous pouvez très bien imaginer mettre ça dans votre intégration continue et éventuellement même après lancer des tests, etc. dessus. Donc on a fait tout ça en local et maintenant on va voir comment faire ça sur le cloud. Voilà. Donc le premier exemple, effectivement, c'était en local. Comme je vous l'ai dit, on peut, quand on fait LinuxKit Run, on peut cibler soit du bare metal, soit de la virtualisation, soit des cloud providers. Donc là, on va le faire sur Google directement. Alors, on va reprendre le descripteur de l'OS. Donc on va retrouver la même chose, grosso modo, que ce qu'on avait sur l'autre descripteur. Donc le kernel toujours, les init file system, le DHCP/CD. Simplement là on a souhaité changer un petit peu, au lieu de mettre du Tomcat, on s'est dit on va changer, on va mettre du Nginx. Et puis on a choisi aussi une autre façon de pouvoir se binder au réseau. Simplement, soit on peut le faire comme on l'a fait en mettant un flag simplement net, ou là en détaillant les capabilities du kernel qu'on va utiliser pour pouvoir utiliser le système hôte.
Donc là, typiquement, le NetBind Service. Et là, vous voyez, on n'a pas mis le shell, en fait, l'invite de commande dedans, parce qu'on n'en a pas besoin, en fait. On va démarrer une image OS complète qui va contenir simplement le DHCP pour avoir une adresse réseau, et puis notre Nginx, et c'est tout. Alors, pour... Je suis désolé, je suis un peu feignant, j'ai pas envie de taper toutes les commandes. Non, pardon. On va builder l'OS. Donc là, simplement, avec cette commande-là, vous voyez ce que j'ai ajouté en plus, c'est le format GCP. En fait, en fonction de là où vous voulez faire tourner l'OS, vous allez lui préciser le format, et lui, automatiquement, il va savoir quel fichier produire et quelle va être la matière produite pour le faire tourner sur la cible que vous allez viser. Donc là, typiquement, moi, je souhaite le lancer sur GCP, donc je lui précise format GCP, et on va voir, il ne nous fait pas exactement les mêmes fichiers que d'habitude, il va nous faire une archive tar.gz, tout simplement. Donc on voit que les étapes qui se passent sont les mêmes que celles qui sont passées pour la construction précédente. Simplement, l'output, c'est un fichier tar.gz. En fonction de la target, typiquement, voilà, vous pouvez aussi targeter des choses que ne gère pas de base votre machine. Et donc derrière, lui, il va lancer un QEMU pour potentiellement après faire des choses plus compliquées. Donc c'est en fonction de la target que vous allez utiliser, l'étape de construction de l'output prendra plus ou moins de temps. Donc typiquement, là, on voit que ça prend un peu plus de temps, parce que j'imagine qu'il doit démarrer des choses derrière. Typiquement, si vous voulez avoir un aperçu de toutes les cibles sur lesquelles on peut lancer Linux Kit Run, on va lancer Linux Kit Run --help, et puis là, il nous marque la liste de tout ce qu'on peut cibler directement avec un Linux Kit Run. Donc on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de choses. Et voilà, donc il a fini de construire mon image OS. Ensuite, là, je vais l'envoyer sur Google Cloud. Ah. Oui, logique. Hop. Aussi. Hop. Donc, première étape, j'ai construit mon image. Deuxième étape, là, je l'envoie sur GCP, donc simplement sur du cloud storage. Il va aller la mettre dessus. Puis à partir du fichier que j'ai envoyé sur Google Cloud, il va créer une nouvelle image de VM. C'est ce qu'il est en train de faire là. Vous voyez qu'au passage, il a géré le fait que j'avais déjà une image existante. Et donc, il ne va pas faire que l'upload. Hein. Typiquement, là, il va vraiment enregistrer dans votre cloud provider. Donc là, on le fait avec GCP, avec Amazon, on l'a fait aussi, ça fonctionne, et je pense avec les autres, ça fonctionne. Hein. C'est que derrière, en fait, vous allez vraiment créer une nouvelle entrée dans la liste des images OS disponibles. Et donc derrière, en fait, vous pourrez l'utiliser comme si c'était des images fournies par votre cloud provider. Ouais. Et donc ensuite, simplement avec la commande là, je fais donc Linux Kit Run. Cette fois-ci, je lui précise que je veux le lancer sur GCP. Je lui précise le Google Cloud Project dans lequel il va trouver l'image, et puis je lui précise le nom de l'image OS à lancer. Là, je lance et il va lancer mon OS. Donc, il crée une instance sur GCP, donc avec ces caractéristiques-là. Voilà, il a créé l'instance et puis là, il est en train de se connecter au port série pour me récupérer la sortie standard. Donc là, on voit la VM qui boot. Et si je vais à côté et que je liste les instances qui sont en train de tourner, je vois que mon instance Nginx OS, elle est bien lancée, qu'elle est lancée, et j'ai son adresse IP. Et voilà, là, j'ai lancé un OS sur Google Cloud que j'ai construit moi-même, que j'ai envoyé, et vous avez vu, ça a été quand même relativement rapide. Voilà. C'est tout pour les démos, du coup. Merci. Donc nous, on a commencé à utiliser le projet il y a à peu près un an. Et d'ailleurs, ouais, enfin si, il y a un an, parce que le projet a fêté son anniversaire il y a quelques mois. Donc ce qu'on a pu voir là, c'est que le démarrage d'un premier OS, c'est quand même très rapide. Vous avez vu qu'il n'y a pas une complexité extrême à créer un nouveau descripteur d'OS. On a quelque chose qui est quand même assez simple. Par contre, le projet, il est assez jeune et encore en construction. On est actuellement, on a dit il y avait 3 releases, on est à la version 0.4, donc c'est encore voilà.
Néanmoins, il est quand même déjà largement utilisé, comme on l'a dit, vu qu'il est utilisé sur Docker for Mac et Docker for Windows. Les autres points quand même d'attention, c'est que on construit une image qui est complètement immutable, avec chaque composant qui est dans son propre conteneur. Donc à débugger ou pour le logging, c'est assez complexe. On ne le cache pas, là il y a quand même quelques difficultés, mais c'est un peu les difficultés qu'on retrouve de toute façon quand on met en œuvre de l'immutable infrastructure. Et l'autre point, c'est qu'actuellement, pour construire les images LinuxKit, on s'appuie beaucoup sur Docker et sur du tooling qui est dans des images Docker. Donc il y a peut-être une séparation qui sera clarifiée, mais en tout cas pour l'instant ça permet de faire les choses assez complexes de façon simple. Donc l'avenir du projet, en fait, il y a encore plein de choses à faire. Donc on a dit, il y a déjà plus d'1 million d'utilisateurs de LinuxKit. Donc c'est déjà une solution en fait qui est prod ready. Enfin, avec autant d'utilisateurs, voilà, il faut déjà que ça tienne la route. Et donc typiquement, si vous voulez faire une application qui gère pas forcément d'état, qui va juste du microservice ou ce genre de choses, ça marche déjà très bien. Donc voilà. Par contre, il y a encore du travail, sur tout ce qui est, par exemple, performance avec les file systems extérieurs, ce genre de choses. Mais il y a pas mal de choses à gérer. Il y a aussi donc un gros travail sur la sécurité, sur la stabilité. Donc typiquement, si vous voulez regarder les jeux de test qui sont dans LinuxKit, c'est assez impressionnant. Ils vont tester même des fois des files kernel pour être sûr que l'image LinuxKit qu'ils ont construit n'a pas cette faille kernel. Donc c'est assez impressionnant. Ils vont tester un buffer overflow, des choses comme ça. Et donc ils veulent vraiment avoir une stabilité vraiment à toute épreuve. C'est pour ça aussi qu'ils vont, là actuellement le projet est écrit en Go. Ils ne se ferment pas à l'idée éventuellement de le réécrire en Rust. Donc, parce que voilà, typiquement, le Rust, ça vous permet la garantie de ce qui se passe en mémoire, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, vu que c'est des petits modules, en fait, vu que c'est des petits conteneurs, chacun des composants, ils peuvent très bien réécrire au fur et à mesure. Et donc par exemple, au départ, le système d'init, c'était BusyBox. En fait, ils avaient pris, ils n'étaient pas embêtés. Et donc là, ils ont réécrit ça en Go pour avoir déjà un système plus minimaliste. Donc le but aussi, c'est d'être le plus petit possible à chaque fois. Il faut savoir aussi que les gens qui travaillent sur LinuxKit, majoritairement donc Justin Cormack et Rolf Neugebauer, désolé pour son nom à chaque fois, c'est deux personnes en fait qui travaillaient sur ce qui était unikernel. Donc je ne sais pas si vous connaissez unikernel, mais l'idée du unikernel, c'était vraiment d'avoir un kernel ultra minimaliste pour faire tourner vos applications. Et du coup, là, actuellement, c'est les mêmes objectifs qu'unikernel, mais la manière de le faire et l'approche n'est pas forcément la même. Mais c'est pas incompatible. Typiquement, ils nous disent, maintenant, on commence à avoir un tooling vraiment important. Peut-être qu'au lieu d'avoir un kernel Linux standard, on va peut-être aller encore plus loin dans l'intégration. Il y a aussi le support. Donc, ils veulent supporter de plus en plus de cloud providers, d'architecture CPU. Donc, typiquement, le support d'ARM est venu avec la deuxième release. La première release, pardon. Et avec la deuxième release, c'était ce qui était Z-System. Donc typiquement, vous pouvez aussi contribuer à rajouter des cloud providers qui n'existent pas encore dans le projet. Enfin, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire là-dessus. Donc pour résumer, donc vous avez vu, LinuxKit, vous pouvez prendre juste un petit descripteur, vous le faites passer dans le tooling et vous avez déjà un OS qui après est bootable un peu n'importe où. Donc ça va très vite, c'est très facile d'accès. Donc n'hésitez pas à commencer vraiment à rentrer dedans. Inventez vos propres use cases aussi. Typiquement, moi j'ai vu un tweet il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui disait, c'est Rolf en fait, en l'occurrence, l'un des contributeurs du projet, qui dit, tiens, j'ai une idée et il s'en est servi pour faire une image OS sur son Raspberry à la maison pour mettre un DNS script dessus. Donc il a fait sa propre petite image OS et comme ça, il a son Raspberry qui tourne directement avec juste ce qu'il faut. Et voilà, si vous êtes dans le métier de l'IoT, ça peut être vachement intéressant d'avoir des images ultra minimalistes pour, pour une sonde de température, pour un capteur, enfin voilà. Donc il y a plein de choses à créer. Vraiment, nous, c'est un projet qui nous a vraiment beaucoup plu. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. On voit que ça commence à être même, dans le monde des ESN, il commence à avoir des clients qui s'y intéressent pour typiquement tout ce qui est test d'intégration aussi. Dans leur intégration continue, ils vont démarrer un OS complet avec leur application qui vont permettre après, derrière, de faire des tests d'interface, ce genre de choses. Donc, les exemples qu'on vous a montrés, donc, ils sont disponibles sur le repository de Pierre-Yves, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, nous on croit vraiment au projet, enfin en tout cas il continue à évoluer, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu et on espère que ça vous a plu aussi. Merci. Merci.